Europe 1, il est 8h36. Voici Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Bruce et bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, le printemps s'abîme. Le printemps turc d'abord. Le Figaro, Turquie. La rue fait trembler le pouvoir. Le printemps syrien, lui, s'est éteint depuis longtemps. Libération. Armes chimiques en Syrie. La certitude. Quant au printemps libyen, ces relents nous empoisonnent. Le Monde, Bachir Saleh, le Libyen de Sarkozy. Oui, les interrogations sur les connexions de ce personnage sulfureux, banquier de Kadhafi, accusé par Ziad Takieddine d'avoir participé au financement de la campagne de 2007. Alors pour l'heure, Bachir Saleh est introuvable après s'être promené en plein Paris il y a un an et s'être affiché avec Dominique de Villepin et son grand ami Alexandre Djouri. Tout ça est dans le Monde. Enfin, en une de l'Express, la politique française et ce visage cadré de près, regard déterminé, rictus volontaire, valse, prête à tout et surtout à Matignon puisqu'il n'y pense pas qu'en se rasant. Alors la une du Parisien a retenu votre attention pour commencer. Oui, un jeune médecin sur 4 diplômé à l'étranger. Le journal nous parle de tous ces jeunes qui partent étudier la médecine en Belgique ou en Roumanie après avoir échoué en France au terme de leur première année. Ils reviennent ensuite pour valider leur diplôme et faire une spécialité. En cause, le fameux numerus clausus, le nombre limité de places dans les études de médecine qui a servi de variable d'ajustement pour les politiques de santé. Moins de médecins, c'est moins de dépenses, a-t-on imaginé dans les années 90 sous les bons auspices d'Alain Juppé ou de Martine Aubry. Dans les dernières nouvelles d'Alsace, Didier Rose constate: cette gestion à courte vue des effectifs s'est doublée d'une incapacité foncière à organiser l'exercice médical sur le territoire. Donc pénurie de médecins libéraux, hôpitaux faisant appel à des médecins étrangers sous-payés. Le bilan est calamiteux et la France, qui s'enorgueillissait de son système de santé, trouve une nouvelle occasion de regretter son fameux modèle. Il est question aussi dans la presse des propos de Patrick Buisson. C'est dans l'Express qui sort ce matin. Oui, dans la fameuse guerre des primaires, voilà, on retrouve Patrick Buisson, le gourou de Nicolas Sarkozy. Donc il nous livre dans l'Express ses propos peu amènes sur Nathalie Kosciusko-Morizet. Selon lui, la meilleure pour perdre à Paris. Pour gagner, dit-il, il faudrait que la droite aille au-delà de son périmètre sociologique naturel. Avec NKM, elle restera en deçà. Alors dans la Nouvelle République, Denis Domain voit dans cette animosité une des bombes à fragmentation qui menace l'UMP. C'est comme les premiers soleils, ça donne le tournis et des ailes aux ambitieux. Mais dans le Figaro, Guillaume Tabar essaye d'aller un peu plus loin que ce duel par Pelletier interposé. Vous savez, on avait vu ça. Donc là, il interroge Gilles Finkelstein, directeur général de la Fondation Jean Jaurès, proche du PS, qui s'est interrogé sur la supposée droitisation en Europe et en France. Conclusion de l'étude, la droite française connaît une évolution spécifique. D'abord, une normalisation sur les questions économiques, où la France rejoindrait le reste de l'Europe, voire la devancerait, pour souhaiter moins d'impôts et plus de laisser-faire. Alors on répondra que tout est relatif et que souhaiter moins d'impôts dans un pays où il frôle les 45% du PIB, c'est pas forcément incongru et en tout cas c'est logique qu'on en souhaite moins qu'en Allemagne. Autre spécificité, une évolution vers moins de libéralisme sur les questions sociétales, comme par exemple le mariage gay. En revanche, pour l'immigration, unanimité en Europe pour la trouver trop importante. Gilles Finkelstein récuse pourtant l'idée de Patrick Buisson, cette fameuse thèse selon laquelle les thèmes régaliens seraient désormais déterminants pour le vote. Mais, dit-il, la question de l'immigration reste aujourd'hui un des plus gros impensés de la gauche. Elle a une pratique avec ce que fait Manuel Valls au ministère de l'Intérieur. Elle devrait avoir la théorie de sa pratique. Oui, mais ça, vaste programme. Les livres ont-ils un avenir ? C'est une grande question et surtout le libéralisme économique est-il si sympathique ? C'est Libération qui nous en offre un bel exemple en nous décrivant les pratiques d'Amazon. Donc c'est un dossier en effet sur le livre, sur la survie des libraires qui vont très mal, mais le journal revient surtout sur cet ouvrage en Amazonie, infiltré dans le meilleur des mondes, qui est rédigé par un journaliste qui s'est fait embaucher dans les entrepôts du géant des biens culturels, vous savez, celui qui paye si peu d'impôts en France et ailleurs. Entre Ubu et l'enfer de Dante. Chaque salarié est repéré par GPS et l'ordinateur lui dicte le trajet optimal pour aller chercher les produits qu'il doit prélever dans les immenses rayonnages. Et après Noël, on informe les intérimaires que les meilleurs seront gardés en CDI. Donc les meilleurs, c'est-à-dire plus de productivité, croissance de cette productivité. Le slogan de l'entreprise, vous le connaissez peut-être, c'est « Work hard, have fun, make history ». Alors pour l'histoire qui est en train de se faire, elle serait plutôt à rebours. Ça, c'est du nouveau travail à la chaîne. Bienvenue au 19e siècle. Un reportage sur
sur des immigrés clandestins en Grèce. Oui, là aussi, bienvenue au 19e siècle. Hein. C'est dans l'Express, ce reportage qui nous raconte un petit peu ce qu'ont subi il y a quelques mois ces clandestins face à la colère xénophobe des habitants du Péloponnèse. Des milliers d'hectares de fraises sous serre et ces hommes qui arrivent du Bangladesh, martyrisés par des fermiers esclavagistes. L'un de ces fermiers déplore, les Grecs ne veulent pas faire ce travail, ils n'ont plus le goût de l'effort. Alors, il est plus simple d'exploiter ces hommes qui débarquent par milliers. Dans un pays qui s'effondre, finalement, trouver plus misérable, plus vulnérable que soi, eh bien, ça ne donne même pas de la compassion. Le clin d'œil du jour. Alors là, c'est Libération qui nous raconte qu'un Américain a voulu prouver qu'il était un bon père de famille pour pouvoir récupérer la garde de ses enfants. Bon, la méthode était peut-être pas la bonne, il est arrivé au tribunal en uniforme nazi. Oui, figurez-vous qu'en fait, ses enfants lui avaient été retirés après un esclandre dans un supermarché parce que l'employé de la pâtisserie avait refusé d'écrire le prénom de l'aîné des enfants à la crème sur le gâteau d'anniversaire. Bon, l'explication, c'est que le prénom en question, c'était Adolf Hitler. Ouais. Oui, les autres enfants s'appellent Jocelyn Ariane Nation, Onslin Himmler Jani et Heinrich Hans. Comme quoi, l'annuaire des prénoms, c'est très très convenu. Mais enfin, pour ma part, moi, je m'y tiendrai parce que là, je ne suis pas certaine que ça m'ait donné des idées. Merci beaucoup, Natacha Polony.